Bonjour à tous, bienvenue en tout cas dans cette conférence, sur comment scaler l'analyse et l'optimisation de vos contenus. Je vois que vous êtes pas mal à vous connecter, on espère que ça vous plaira. Hem, alors peut-être la première chose, c'est, de me présenter avec Jordan. Hem, pour ma part, Juliana Aleb, je suis consultante SEO et data, chez Youray Neal, donc agence de marketing digital, depuis, un peu plus de 3 ans maintenant. Sinon, j'ai une expérience, d'environ 6 ans, en marketing digital, principalement en SEO. Voilà, je suis ravie de participer à cette conférence et de vous, communiquer quelques tips, quelques méthodes en tout cas, sur, l'analyse et l'optimisation des contenus. Donc pour ma part, Jordan Chevalier, consultant également SEO chez Yuri Neal, que j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans. Dans les grandes lignes, pour récapituler un peu mon parcours, ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le marketing digital, dont 6 ans en SEO. Et avant cette expérience-là, j'ai pu travailler en agence chez Performix à Berlin pendant 4 ans. Voilà. Et pareil, hâte de vous présenter les petits tips qu'on a à vous partager pour optimiser vos contenus. Donc voilà. Avant de débuter sur les deux sujets qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, on va juste vous présenter un peu l'agence dans laquelle on travaille, Juliana et moi. Donc aujourd'hui, Yuri Nil, ça représente un peu plus de 90 astronautes qui sont spécialisés dans différentes expertises. On va du search, donc du SEO et du SIA, en allant par la partie data, donc tout ce qui va être analytics, CRO, dashboarding. Également, on accompagne certains de nos clients sur la partie UX et design. Et en plus, on les accompagne très occasionnellement sur de la formation également quand eux veulent avoir plus de billes sur le SEO ou également toutes les expertises qu'on a pu lister. On vous a également ajouté quelques petites références avec lesquelles on collabore aujourd'hui ou on a pu collaborer par le passé. Mais de manière générale, on a tout type d'entreprise. Ça peut aller de l'entrepreneur jusqu'à la multinationale. Alors aujourd'hui avec Jordan, on a voulu vous partager, 2 sujets. Alors c'est vrai on n'arrivait pas à se décider, quel sujet, aborder avec vous, on a décidé de vous gâter et de vous proposer les 2. Donc heu, Premièrement, dans une première partie, moi je vais vous parler de méthodologie pour, auditer des milliers de pages de contenu pour justement identifier les pages qui nécessitent le plus d'optimisation. Et ensuite, Jordan vous parlera comment automatiser le maillage interne, d'un contenu. Alors si vous êtes prêts, on commence maintenant. Alors justement dans cette première partie, ce que je disais, c'était qu'on va aborder une problématique que j'ai, déjà rencontrée, auquel j'ai été confrontée avec un client. Et donc je vais vous parler de, scorecard SEO pour, justement faciliter l'audit de milliers de pages, de contenu et pouvoir prioriser, leur optimisation. Alors justement, en SEO, vous me direz, on a énormément d'outils SEO, on a chacun nos petits chouchous, on a, que ce soit les outils techniques, les outils sémantiques, en passant par les outils de netlinking et j'en passe. Donc en soi, l'analyse, l'audit de contenu, on sait faire, forcément, on a les outils pour, mais c'est vrai que, on a tendance souvent à traiter, les optimisations de contenu en silo. Prioriser d'une part, les critères techniques par exemple, d'autre part, les critères sémantiques entre eux et c'est vrai qu'on n'a pas, ou en tout cas très rarement de, vision centralisée du score SEO des pages avec l'ensemble de ces critères réunis. On va pas, avoir, de vision vraiment priorisée où on va savoir que, OK, il y a un critère sémantique qui est absolument à prioriser, mais à la fois aussi un critère technique à prioriser. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision centralisée de tout ça et pouvoir justement, scaler l'analyse et l'optimisation des contenus.
Donc justement pour répondre à ce besoin-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de créer une scorecard SEO justement avec, différents critères, on va pondérer pour justement identifier les pages qui, sont les plus et les moins optimisées d'un point de vue SEO. Donc c'est-à-dire les pages où, justement on est arrivé à un stade d'optimisation maximale versus des pages où, on a encore de la marge en termes d'optimisation à faire, que ce soit en termes de, balise title, en termes de, maillage interne et cetera. Donc c'est justement ce qu'on va venir monitorer avec, une énorme scorecard. Et donc du coup, vous nous direz peut-être, «OK, moi j'ai un site web, avec, des centaines de pages, l'analyse je peux quand même la faire et cetera». Mais là, nous, on a été confrontés justement à un cas de figure où, on avait affaire à un site web assez important. On avait, plus de 90 000 contenus, donc c'est vrai que c'est, difficile d'identifier les contenus qui nécessitent d'être priorisés, pour optimisation. Hem En plus de ça, on était sur, du multiproduit avec, plusieurs stakeholders, donc on avait différents contributeurs par catégorie de produits et en plus, pour couronner le tout, on était sur un client multimarché, donc avec des contenus, sur plusieurs langues et sur, une centaine de pays. Donc encore une fois, c'était difficile d'avoir une image globale, pardon, sur, les marchés à prioriser et savoir justement quel contenu, optimiser en priorité. Et donc vous l'avez compris, ça c'était notre cas de figure, mais en soi, l'idée d'une scorecard SEO avec l'ensemble des critères, que ce soit techniques, sémantiques et cetera, on peut, la retrouver pour, pas mal d'acteurs, donc les acteurs qui, ont a priori un volume de pages très important. C'est le cas par exemple de gros sites, e-commerce, de sites, médias, de gros magazines, d'agences de voyage par exemple, comparateurs de prix, tous ces petits types d'acteurs. Ou alors si, justement vous avez fait partie d'une équipe où justement vous n'avez pas la main mise à 100 sur, l'écosystème de votre contenu. Donc par exemple parce que vous utilisez des, flux, pour contribuer votre contenu et donc du coup, vous savez pas en détail justement, heu, comment est contribué votre contenu, à quel point il respecte les guidelines SEO que vous avez fournis ou alors parce que justement, vous avez votre optimisation de contenu qui est, silotée parce que vous avez, plusieurs responsables, que ce soit par pays, par, catégorie de produits et cetera et donc du coup, vous n'avez pas justement la main mise sur tout votre écosystème. Donc on pense, justement aux sites multimarchés, par exemple. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir, avoir une vision globale pour scaler, l'analyse et l'optimisation du contenu malgré ces contraintes-là, malgré qu'on a énormément de pages et que, justement c'est difficile à analyser, d'un point de vue global. Donc une fois que, vous savez que justement une scorecard SEO peut répondre à votre besoin, vient, la sélection des critères à monitorer. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être d'y insérer, en fait, tous les critères que vous jugez nécessaire, d'intégrer à votre score SEO pour que votre contenu, puisse se positionner sur les pages de résultats Google. Donc que ce soit des critères techniques comme, le nombre de mots par exemple, la longueur de vos balises SEO, donc balise title, balise métadescription, que ce soit des critères sémantiques. Par exemple, nous, dans le cadre de, notre client, on a intégré un critère de présence ou non d'une FAQ sur les pages de contenu. Parce qu'on avait certains contenus qui avaient une FAQ, d'autres non et donc du coup, on voulait monitorer ça dans notre score pour savoir si justement quelles étaient les pages qui avaient justement, qui répondaient bien à ce critère et d'autres non. On peut imaginer pas mal d'autres choses. On peut imaginer des critères de linking ou on peut même imaginer des critères divers, un petit peu plus exotiques, on va dire, qu'on retrouve pas, forcément, en tout cas systématiquement dans les outils SEO classiques. Par exemple, est-ce que, nos fiches produits sont bien traduites dans, la langue cible? Ou alors, de la part de notre client, on avait aussi heu, des, hem des demandes un petit peu plus, un petit peu moins traditionnelles, par exemple, monitorer dans notre score SEO
le budget investi, en SEO, globalement par les équipes. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut venir, monitorer. Ici, c'est, une vision forcément, non exhaustive et donc l'objectif, ça va vraiment d'être de savoir quels sont les critères qui sont nécessaires, à insérer dans notre scorecard pour justement avoir, une vision la plus macro possible qui réponde aux critères de notre contenu. Et ensuite, on ira pondérer le tout suivant l'importance de chacun des critères pour justement que ça réponde à notre objectif. Alors, on a peut-être, on va faire un zoom sur, plusieurs études de cas. Il y a des critères justement qui sont, auxquels j'ai abordé, qui sont peut-être un petit peu plus, différents de ce qu'on a l'habitude de traiter. Donc c'est le cas, par exemple, si vous avez, affaire à un site, multimarché, il peut s'avérer intéressant et utile, d'analyser la langue utilisée sur chaque contenu et vérifier qu'elle corresponde à la langue du marché cible. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de notre scorecard, et bien sûr, c'était impossible de se fier à la donnée fournie dans le code HTML des pages de contenu puisque, celle-ci, elle pouvait être, erronée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, un outil, d'intelligence artificielle, donc qui est, Eden AI, justement pour qui est un outil agrégateur d'intelligence artificielle qui va nous dire justement quelles sont les véritables langues, qui sont, proposées sur notre contenu et ça va nous permettre derrière faire une corrélation entre la langue qui est, la langue véritable de votre contenu qui a été identifié par, Eden AI et la langue du marché cible auquel que devrait avoir votre contenu. Donc ça, c'est un premier critère qu'on peut venir, ajouter à notre scorecard et qui peut être intéressant justement pour les sites multimarchés. Deuxième critère qui peut être intéressant aussi, pour vos scorecards, ça va être d'intégrer un critère de, remplissage des fiches business profile si justement vous avez affaire à un acteur, qui a des boutiques locales. Ça peut être justement pertinent pour savoir, pour identifier le nombre de champs, qui, est contribué sur vos fiches My Business et donner un petit peu plus de poids au score et toujours avec cette volonté d'avoir une analyse de vos contenus qui soit vraiment globale et qui intègre vraiment tous les critères. Donc du coup, ici, comment on a fait? On s'est dit: «OK, on a énormément de fiches, business profile, donc on va, les exporter dans un seul outil», qui est ici, l'outil Yext pour ceux qui connaissent, qui est un outil, qui permet pas mal de choses parce qu'on peut faire pas mal d'intégration d'outils, que ce soit des, TripAdvisor, des Zendesk, et cetera. Donc agréger pas mal de choses dont, Google My Business pour justement avoir une vue, globale sur, les champs qui sont contribués pour chacune de vos fiches, My Business et les champs qui sont justement non contribués et donc là où on va pouvoir optimiser nos fiches et donc notre contenu. Donc ça, c'est une deuxième idée de critères qu'on peut venir fournir. Ensuite, forcément, on n'est pas tous, aussi, fournis en termes de, base de données. Il y a possiblement parfois, des choses, des critères qu'on aimerait bien monitorer, mais qui ne sont pas stockés en base. Donc, sachez qu'il est aussi possible, si vous ne savez pas, d'aller, scraper les données qui vous intéressent avec un crawler. Ça a été notre cas, on a utilisé pas mal de formules, regex ou XPath de scrapping, justement via notre crawler OnCrawl, mais c'est aussi possible avec d'autres crawlers type Screaming Frog ou autres, de justement aller scraper les données qui nous intéressent parce qu'on n'avait pas, cette information dans nos bases de données, ou avec, nos autres outils, traditionnels du SEO. Donc par exemple, on est allé, scraper la donnée du nombre de photos, de nos produits pour savoir vraiment le nombre exact de photos produits. Ça peut être justement, un critère dans l'optimisation de nos contenus.
on est allé scraper, le remplissage ou non d'un encart de texte bien précis, en l'occurrence, les plus du produit. Est-ce que, la section les plus du produit avait bien été remplie pour chacune de nos fiches produits, chacun de nos contenus? Donc voilà, on peut imaginer pas mal de choses, donc c'est sûr que même si on n'a pas des bases de données qui sont assez, enfin, importantes, on peut toujours avoir moyen d'enrichir notre donnée et justement d'enrichir notre score. Alors une fois que justement vous avez, tous vos critères identifiés et que vous savez les outils avec lesquels les collecter, donc vos outils SEO type, OnCrawl, Majestic et cetera. L'idée, ça va être de les stocker et de rassembler la donnée à un même endroit pour pouvoir, l'exploiter facilement. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est, justement d'exporter la donnée de chaque source, et de venir la stocker dans, un outil de stockage de données qui est, BigQuery. Mais bien sûr, on peut très bien, choisir, d'autres outils type, Tableau ou autre, bien sûr. Là, c'était juste un choix, qui était validé avec le client. Et ensuite, une fois qu'on a, stocké la donnée, qu'on a une table BigQuery pour chacune des sources, on va venir fusionner la donnée sur une même table pour, justement que ça soit plus facile ensuite d'injecter, toutes nos données, tous nos critères vers un outil de visualisation de la donnée. Donc ici, en l'occurrence, Looker Studio, et c'est beaucoup plus facile d'avoir une seule source, à travailler sur Looker Studio que plusieurs sources et avoir à faire, des combinaisons de données, par exemple, et qui peuvent, justement entraîner un petit peu de casse des graphiques, des tableaux et cetera. Et c'est ensuite sur Looker Studio qu'on va, venir faire nos formules, pardon, pour établir notre score en pondérant les critères. Donc on va avoir, des mini scores par, par critère. Par exemple, si on veut avoir notre petit scoring pour, le critère, d'évaluation du nombre de mots de nos contenus, on va se dire: «OK, si mon contenu il est compris entre, 700 et 1000 mots, je vais lui accorder, un score de, 50 par exemple, 50 points. Si au contraire mon, contenu est inférieur à 200 mots, OK, je vais lui mettre, 0 points ou alors seulement 10 points et cetera». Donc voilà, on va faire ce travail-là pour chacun de nos critères et ensuite on va rassembler le résultat de tous ces scores-là dans notre master score, on va dire, notre score SEO, global, pour pouvoir justement, identifier, le score SEO global de chacun de notre contenu. Et donc, on arrive justement à notre étape, l'étape qui nous intéresse finalement, la visualisation de la donnée. Et donc, on peut ainsi avoir, une exploitation du score SEO, notre scorecard SEO, et voir, avec détail, justement à quel point nos contenus sont optimisés d'un point de vue SEO et justement scaler l'analyse. Donc on a ici un score global de l'ensemble de notre contenu. Donc, vous vous souvenez les 90 000 contenus dont on parlait tout à l'heure. Donc on voit très clairement que en moyenne, nos contenus sont optimisés à 44 suivant tous les critères qu'on a intégrés dans notre scorecard. Donc ça veut dire que clairement, il y a aussi, une marge de progression. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir calculé. On a véritablement une pondération. Vous pouvez avoir aussi, sur le tableau du dessous, vous avez votre score par, fiche produit, donc par contenu, avec, vraiment un score par contenu. Donc ça va vous permettre d'avoir, une vue de l'optimisation de chacun, de vos contenus et pouvoir identifier justement les contenus sur lesquels on a, le plus de champs d'action possible pour pouvoir ensuite performer en SEO. Et ensuite, sur la droite du tableau, vous avez une vue, de la complétion des critères pour identifier justement les critères non optimisés ou alors pas assez optimisés ou les critères qui sont bien remplis. Donc ça va vous aider justement à savoir, en plus du score, bah, pour les, contenus qui ont un faible score, quels sont les critères directement à venir optimiser. Et à cela, on va ajouter une variation month on month, à côté du score.
ici, pour estimer justement, l'impact de nos optimisations et pour savoir d'un mois à l'autre, justement, est-ce que les actions qu'on a mis en place suite, à l'analyse faite par la scorecard ont porté ses fruits? Donc voilà, ça peut être, aussi intéressant et ça nous a permis justement d'avoir, une vue beaucoup plus granulaire de la donnée, de notre contenu et des optimisations. Sachant qu'on peut aussi avoir, on peut aussi imaginer des scores globaux. Justement, si vous voulez, avoir un scoring par catégorie pour encore mieux prioriser l'analyse de vos contenus et la priorisation de vos actions, c'est aussi possible. Vous pouvez imaginer, comme ici, des scores par marque, par, catégorie, par sous-catégorie, mais aussi par pays, pourquoi pas, par langue, voilà. Vous pouvez vraiment imaginer un petit peu, tout ce qui peut vous intéresser en fonction de, votre objectif derrière. Et ensuite, en termes de résultats, on va avoir, des résultats qui sont plutôt encourageants. La scorecard, elle a clairement permis d'avoir une analyse beaucoup plus efficace, beaucoup plus granulaire du contenu en beaucoup moins de temps. Forcément, on avait, 90 000 contenus. Vous, pouvez penser que forcément, ça nous aurait pris énormément de temps, beaucoup plus de temps de venir analyser chaque contenu sur chaque outil, SEO dont on dispose, plutôt qu'agréger l'ensemble via une scorecard, via une lisibilité plutôt claire. Donc ça nous a permis entre autres de faire progresser le score SEO, de 20 en moyenne sur l'ensemble de nos pages en 3 mois. Et ça nous a également permis de booster d'environ 15 la visibilité des pages. Donc c'est-à-dire que, en faisant justement les bons choix d'optimisation sur les bons contenus, ça nous a permis quand même de, bien booster la visibilité, et bien choisir justement nos champs d'action. Et forcément, ça nous a aussi permis de, pouvoir identifier immédiatement les pages déjà qui respectaient pas les guidelines SEO. Ça nous a aussi permis, d'identifier, les marchés à prioriser dans l'optimisation des contenus, mais aussi, pourquoi pas, les marques à prioriser, les, catégories à prioriser et cetera. Ça nous a permis, voilà, pas mal de choses, d'être beaucoup plus maître de notre donnée, sur nos contenus et également de mettre en corrélation, par exemple, les problèmes de chargement, avec le nombre trop important de visuels, d'un produit. Donc ça peut être, voilà, on peut avoir pas mal de choses, pas mal d'insights, avec cette scorecard et ça nous a permis enfin de mettre en corrélation aussi le score SEO de chacun des contenus avec, la performance de ranking, donc de positionnement de ces contenus-là. On s'est aperçu que finalement, heu, un faible positionnement sur notre mot-clé cible pour un contenu et un score SEO faible était finalement assez lié. Donc justement, ça pouvait mettre, ces éléments en évidence. Voilà, c'est un petit peu notre étude de cas pour, pouvoir auditer justement des milliers de pages, hem pour identifier justement les pages qui nécessitent le plus d'optimisation. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient dans le chat. J'espère que j'ai été assez claire. C'est vrai on se partage la conférence avec Jordan, donc on n'a pas énormément de temps. Je vais lire un petit peu les. Oui, il y a des questions. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Elles étaient un peu plus techniques, mais il y a une première question sur laquelle tu peux potentiellement répondre qui a été remontée grâce au vote. Alors, comment avez-vous mesuré le boost de 15 de la visibilité des pages? On a tout simplement utilisé, un outil de suivi type SEMrush pour justement voir notre boost de visibilité en fonction du positionnement, en fonction du volume de recherche des mots-clés ciblés et ça nous a permis justement d'estimer cette optimisation-là, cette évolution. Si tu filtres par vote, tu verras qu'il y en a où les gens sont assez demandeurs de réponses. Alors
dont une qui est au sujet de comment décidez-vous quel poids donner à chaque critère de la scorecard? Alors au niveau du poids des critères, là, ça va dépendre justement heu, forcément votre connaissance en SEO, mais aussi de vos priorités, en fonction de votre site, du site en question. Par exemple, nous, ce qu'on a priorisé, ça va être, le linking. Parce que pour nous, c'était vraiment hyper important, étant donné qu'on avait énormément de pages, il faut absolument qu'on puisse gérer le linking et au contraire, un critère le nombre de backlinks qui pointaient vers notre contenu, on l'a un peu moins pondéré parce que c'est pas un critère où on est, le seul maître justement, et où on n'a pas, justement 100 la main mise. Donc là, c'est, en fonction de ce que vous estimez le plus judicieux en fonction de vos contenus. Hem Alors je lis encore peut-être une dernière question. Je crois que tu as celle qui a reçu la deuxième qui a reçu le plus de votes, c'était sur la longueur de la métadescription. Ouais, Est-ce que si elle est trop longue ou trop courte, ça peut avoir un impact? alors ça c'est un vrai débat dans la communauté du SEO. Alors en ce qui concerne premièrement la métadescription, hem, ça a pas un énorme impact non plus parce que forcément la métadescription n'est pas, prise en compte dans l'algorithme Google à proprement parler comme peut l'être, la balise, meta title. Mais ça va être quand même un signal que Google va utiliser justement pour pouvoir, mesurer le score SEO des pages. Donc ça va quand même être un sujet important. Donc après, c'est, quelque chose qu'on va pas prioriser au max dans la scorecard. Hem, Est-ce qu'on prend une dernière question ou on passe à la deuxième partie? je pense qu'on va passer à la deuxième partie. On répondra aux autres questions, peut-être à la fin. Comme ça, on laisse Jordan aussi, continuer sa partie. Vous présenter Yes, ce qu'il a ok. à vous dire sur le maillage interne. Ok, parfait. Merci Juliana. Du coup, pour cette deuxième partie, on va aborder le sujet qu'on a pu mettre en place sur un de nos plus gros clients en interne, à savoir d'automatiser en fait le maillage interne de nos contenus. Alors, cette petite présentation, à qui elle s'adresse? Alors, dans un premier temps, elle va s'adresser du coup aux acteurs gérant de grands volumes de contenu annuellement. Si vous avez un plan édito assez étoffé tout au long de l'année, ça va vous concerner. Les équipes qui n'ont pas forcément de plugin dédié au maillage interne dans leur CMS et bien évidemment les équipes qui ont la main mise sur leur contenu parce que si ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir mettre en place. Et de manière générale, cette petite optimisation est destinée aux blogs, aux comparateurs de prix, aux gros acteurs e-commerce et également les sites multimarchés. Idem que Juliana, on s'est dit, OK, pourquoi en fait avoir automatisé le maillage interne? Pour reprendre l'exemple de notre client chez Yuri Hill, aujourd'hui, on a un client qui a plus de 300 000 pages existantes. Ce qui fait que le fait d'automatiser notre maillage interne va nous faire économiser un temps considérable et supprimer justement les petites tâches chronophages qui consistent à aller chercher la page qu'on veut mailler, s'assurer que ce soit bien la bonne URL, créer le lien, etc. Ça va également nous permettre de maintenir une certaine cohérence sur le maillage interne et uniforme sur l'ensemble des sites, parce que là, on parle d'un client qui est présent en France, mais également à l'international, sur plus d'une quinzaine de marchés. On a également, ça va également éviter les erreurs, parce que bien évidemment, on a 40 stakeholders qui sont présents dans l'implémentation de contenu. Et donc, si chacun y met du sien pour lier potentiellement deux contenus ensemble, bah, ça peut poser problème car potentiellement l'URL ne peut être
pas à la bonne ou potentiellement pointer ou effectuer du maillage interne vers des pages inappropriées. Donc ça va nous permettre d'éviter les erreurs et on a aussi la partie évolutivité qui va nous permettre d'enrichir en fait cette automatisation car on va créer une liste d'URL et d'encre de notre côté et sachant que notre client lui crée à peu près 1000 nouveaux contenus par an, donc ça va être du contenu édito et également du contenu à destination de landing page pour améliorer notre visibilité SEO, bah, on va pouvoir l'alimenter avec ces nouvelles pages. Donc, bien évidemment, l'exercice est un peu plus compliqué que ça parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre l'intégralité des pages qu'on a aujourd'hui sur un site, mettre une encre devant et se dire OK, on va toutes les mailler. La stratégie est un peu plus réfléchie. Donc, dans un premier temps, on va avoir justement l'analyse de l'existant où on va analyser bah, l'intégralité des pages qui composent notre site aujourd'hui, donc tout l'écosystème. On va avoir, on va potentiellement aussi aller checker bah, le niveau de profondeur des pages, leur trafic, leur positionnement, également combien de pages sont maillées vers cette page-là, car je ne sais pas si vous le savez, mais plus une page va être maillée, plus Google va avoir tendance, ou du moins les robots de Google vont avoir tendance à passer sur cette page-là, analyser son contenu, etc. Donc, c'est un critère assez important pour montrer l'importance de certaines pages à Google. Et donc, via OnCrawl et la Search Console, on va pouvoir faire cet extract. Une fois qu'on aura cet extract, on va pouvoir justement identifier les pages stratégiques qu'on va mailler en fonction de leurs métriques. Donc, si jamais on s'aperçoit qu'une page assez importante sur laquelle on veut driver du business n'est pas assez poussée aux yeux de Google, bah, potentiellement, on va l'ajouter dans notre listing. Et bien évidemment, une fois qu'on a ce listing, on va essayer de trouver des proximités sémantiques parce que si vous avez une marketplace qui va avoir une catégorie au sujet de la téléphonie et une catégorie au sujet des ustensiles de cuisine, il n'y aura pas forcément de logique à les mailler entre elles. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver une certaine proximité sémantique pour établir ce maillage interne. Et donc nous, la partie dont on va principalement parler aujourd'hui va être bah, d'établir cette liste d'URL et d'encre sur lesquelles on va vouloir créer notre maillage interne et ensuite toute la partie automatisation. Et ensuite découle forcément une analyse des résultats et ensuite une mise à jour tous les trimestres, tous les semestres pour adapter notre stratégie de maillage interne. Donc concernant la partie de l'automatisation du maillage interne, vous allez avoir besoin de 6 éléments. Donc c'est des éléments qu'on a mis en place aussi pour notre client. Donc on va avoir 3 outils que vous avez avec lesquels vous avez sûrement accès, qui sont Google Doc, Google Sheet et Google Apps Script. Ensuite, votre liste de contenus, donc tous les contenus sur lesquels vous voulez retravailler. Votre liste d'URL et d'encre ainsi que toutes les expressions régulières qui vont être liées à l'URL et le script. À savoir que le script, donc vous l'avez en screenshot en haut à droite. Donc c'est un script, une base que j'ai trouvée en me baladant en fait sur le web et en voulant automatiser justement le maillage interne avec ce client-là, que j'ai ensuite retravaillé avec un outil d'ailleurs qui est pas très connu. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que peu de personnes l'utilisent aujourd'hui, qui est ChatGPT. Donc j'ai pu justement ajouter quelques features avec ChatGPT en lui demandant certaines features que je vous présenterai un peu plus tard. Et voilà, donc ça va être vraiment votre base d'éléments qu'il va vous falloir pour automatiser votre maillage interne. Ensuite, il va y avoir donc plusieurs étapes. Donc ici, c'est un gros sommaire de toutes les étapes, mais via le lien que j'ai mis dans la présentation que vous allez pouvoir accéder, vous allez accéder justement à un guide détaillé de toutes les étapes qu'il faut mettre en place, mais rien de très compliqué. En une demi-heure, 45 minutes, c'est quelque chose que vous pouvez implémenter. Et donc, les différentes étapes vont être la création de la liste des encres et de vos URL que vous allez pouvoir utiliser, les formater en format JavaScript. Donc, vous inquiétez pas, même moi, de mon côté, je n'ai jamais eu de formation JavaScript,
Mais encore une fois, rien de très compliqué à mettre en place. Forcément, votre texte que vous allez créer dans un Google Doc, la création du script en incluant justement votre liste d'encre et d'URL. Et ensuite, il y aura juste à lancer le script en question. Donc, à savoir que ce process consiste justement à ajouter des liens au sein d'un Google Doc, mais c'est également possible de l'implémenter sur du contenu existant déjà sur un site. Cependant, il faudra solliciter justement votre équipe de dev, votre équipe IT, pour qui pourrait justement transposer ce même fonctionnement sur votre site en mettant en place en fait une table de correspondance mots-clés URL sur uniquement certains templates. Donc forcément, c'est beaucoup de blabla, mais je vais pouvoir vous faire une petite démo en live de ce que ça donne. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner, car c'est souvent dans ces cas-là que la petite démonstration ne fonctionne pas, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Donc pour l'occasion, en fait, j'ai créé un petit texte donc sur un Google Doc, comme je vous l'expliquais, au sujet du maillage interne en SEO et de son importance. Et donc, comme on peut le voir ici, on a juste les balises H1, les balises P qui vont inclure le corps de votre texte et les balises H2, mais le maillage interne n'est pas fait. Et donc, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, que j'explique encore une fois dans le petit guide détaillé que vous retrouvez dans le lien, vous allez pouvoir accéder à la partie extension de votre Google Doc. Et ici, vous avez quelque chose qui s'appelle App Script, dans lequel vous allez pouvoir, en fait, renseigner du code JavaScript. Et donc, en fait, avec le code que j'ai développé et que j'ai amélioré, donc qui est celui-ci, hop, que je vais copier-coller. Donc, on a toute cette partie-là, en fait, qui va venir appeler notre liste de liens ici, ainsi que les encres de texte qui se trouvent ici. On va pouvoir justement automatiser le maillage interne. Donc, en fait, une fois qu'on a implémenté notre script de cette manière-là, on a juste à le sauvegarder, le lancer. Donc voilà, le script est en train de tourner. Voilà, l'exécution est finie. Et en fait, si on revient sur notre texte, eh ben, on peut voir que justement, tout le maillage interne a été fait sur les mots-clés que j'avais ciblés. Donc, par exemple, ici, créer des liens hypertextes, moteur de recherche, expérience de navigation, etc. Donc, à savoir que les petites features que j'ai pu apporter au format de base sont, bah, par exemple, si on a un lien, enfin pas un lien, mais une encre de texte qui apparaît plusieurs fois dans le texte, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le script va mailler autant de fois que le mot apparaît? Il s'avère que non, parce que justement, on a ajouté cette petite feature, ce qui va permettre d'indiquer que si le mot apparaît plusieurs fois dans votre texte, et ben en fait, la maille va se faire sur le mot-clé se trouvant le plus haut sur votre encre, se trouvant le plus haut dans votre texte. Donc ça va vous éviter d'avoir des doublons et avoir bah, à chaque fois que bah, moteur de recherche, par exemple, est mentionné dans votre texte, qui soit maillé dans l'intégralité des cas. Donc voilà, et en fait, donc ça, c'est quelque chose qu'on a implémenté sur notre client. Donc à chaque nouveau contenu qu'on crée, on a des catégories qui vont être liées aux différents templates que compose le site de notre client. Et donc on va pouvoir faire tourner ce script et justement le faire évoluer dans cette partie-là en ajoutant bah, de nouvelles encres, de nouvelles URL quand on a de nouvelles pages à mailler. Donc voilà, grosso modo, pour la petite présentation, on peut peut-être retourner sur celle-ci. Comme je l'expliquais à plusieurs reprises, en fait, vous allez pouvoir avoir dans ce petit guide détaillé que je peux potentiellement montrer, si je clique dessus. J'espère que je ne vais pas casser la présentation. Est-ce que je l'ai ici? Non, je vais pas l'avoir sur la main, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais en gros, c'est un petit Google Doc qui récapitule étape par étape tout ce que vous devez mettre en place pour obtenir ce petit script pour automatiser votre maillage interne sur des milliers de contenus. Donc, j'ai pas forcément d'impact et de retour à vous partager comme Juliana l'a fait, car c'est quelque chose qu'on a implémenté assez récemment sur notre client, donc on n'a pas pu voir les retombées et les calculer.
mais forcément, quand vous avez des pages importantes qui sont sous-maillées et qui ne sont pas visitées par les robots de Google assez fréquemment, bah, forcément, elle va avoir elle va sous-performer en SEO. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder. J'ai vu que Juliano t'avait répondu à certaines questions. Je sais pas s'il y a des questions justement concernant ce que j'ai présenté ou pas. Alors, on Ah a oui, une il y en question. a une de Guillaume, Ouais, c'est ça? Ok. ouais. Avez-vous des recommandations du nombre de liens à pointer par page? Il n'y a pas forcément de nombre de liens. C'est toujours la même réponse de toute façon en SEO. C'est ça dépend. Ça va dépendre de la taille du site. Ça va dépendre sur. Vous avez la possibilité également de checker. euh, euh, comment dire le passage des robots de Google pour savoir si c'est une page qui est visitée par Google quotidiennement ou pas. Mais de préférence, plus il va y avoir de liens qui pointent vers une page, plus elle va être considérée plus elle va être considérée importante aux yeux de Google. Donc, je dirais le plus le mieux, en vrai. Et après, même exercice, si vous vous positionnez sur une requête, mais ce n'est pas la bonne page qui est en train de remonter, donc vous avez une forme de cannibalisation SEO entre deux pages, bah, vous avez la possibilité effectivement d'enlever du maillage interne qui pointe vers cette page-là pour désoptimiser entre guillemets la page pour que la page que vous voulez targeter remonte elle dans les résultats de recherche. Tac, je sais pas s'il y avait pour Ensuite, on a analyser une question. c'est celle Ah, vas-y. de Mélanie, c'est ça? Non, c'était pas Non, non, mais celle-ci. vas-y. Ok. Il y en a Pour plein. répondre à celle de Mélanie, le meilleur outil, je dirais, il y en a plusieurs. Mes préférés, ça reste quand même OnCrawl et Screaming Frog, qui vont pouvoir justement nous donner des informations sur, OK, cette page-là, elle est importante parce que elle doit nous driver du business. Combien de liens internes pointent vers cette page-là? Et donc, en fait, on va pouvoir, justement, en pondérant et en analysant la data sur les autres pages, se donner une idée et avoir une idée de, OK, cette page-là, au final, elle est pas si importante au sein de notre structure, donc il faut la pousser. Donc, je dirais OnCrawl et Screaming Frog. On a la possibilité d'extraire ces infos-là. Est-ce qu'il y avait une question, Juliana, que j'ai ratée? Oui, on a Lorraine Philippot qui demande, est-ce qu'il y a un nombre de liens internes maximum à mettre sur une page? Bah, je crois que ça répond également, en gros, à la même question que Guillaume, grosso modo. Donc forcément, une page, plus elle va avoir de liens qui pointent vers elle, plus elle va être importante. Après, en termes de maillage interne au sein d'un contenu, je pense qu'il faut rester quand même assez, comment dire, soft dans le sens où il y a aussi une question d'expérience utilisateur. Si la personne quand elle lit un contenu, elle va se retrouver avec, sur un texte de 800 mots, avoir une centaine de liens. Forcément, ça va pas être agréable à lire. Et ajouter un lien sur une page veut également dire qu'on a un risque à ce que, pas forcément un risque, mais on a de grandes chances à ce que potentiellement le sujet qui est lié à derrière l'encre de texte, que en fait l'utilisateur navigue vers cette autre page pour justement euh, avoir plus d'informations sur le sujet concerné derrière cette encre de texte. Et ce que je vous recommande, qui est également différent de l'outreach, donc des backlinks, c'est que sur le maillage interne, vous pouvez l'effectuer sur des encres très optimisées. Donc, par exemple, si vous avez une page au sujet du SEO et que vous avez un article qui parle bah, justement du maillage interne, n'hésitez pas à mettre comme encre de texte juste maillage interne. Vous ne serez pas pénalisé par Google. Or, en termes de backlinks, sur les liens justement externes, il faut être un peu vigilant quant à l'utilisation des encres de texte. Donc voilà. Donc je dirais, pour répondre à cette question-là, bah, il faut juger par nous-mêmes, justement, en termes d'expérience utilisateur, si
le texte est, on va dire, est lisible. Mais je dirais que mettre un lien toutes les 5 lignes, c'est raisonnable. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On a fini un peu en avance, du coup. Euh, Oh bah vous êtes pas yes. mal dans les temps, on est pas Oui, mal. effectivement. Merci beaucoup Juliana. Jordan, est-ce qu'il vous restait des questions auxquelles répondre? Je suis en train de regarder justement. Je vois que J'ai Juliana, on l'impression a qu'il répondu à pas mal. Ouais, j'ai l'impression qu'il en reste quelques-unes. Est-il possible d'implémenter ce script sur WordPress aussi? Je pense que sur WordPress, il existe des plugins. Après, à voir comment c'est géré, parce que parfois, on va pas avoir la main sur les templates. C'est-à-dire que demain, sur chaque article qui va mentionner, je sais pas, des ustensiles de cuisine, et ben, vous allez retrouver ce maillage interne sur l'intégralité de votre site, ce qui peut noyer en fait le maillage interne. Et ce qui est, comme j'expliquais, ce qui est intéressant en fait, c'est de créer des catégories pour comment dire, créer des silos de contenu ou des cocons sémantiques plus importants en fait et plus logiques, on va dire. Il y a une autre question qui vient d'arriver sur les liens externes. Ça, avec nos clients, nous, c'est des recommandations justement, on leur indique de ne pas faire de maillage externe, même si d'après Google, c'est quand même intéressant parce que forcément, sharing is caring. Donc, plus vous allez mettre de liens externes, plus vous allez potentiellement ajouter de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Par contre, vous avez de grands risques à ce que justement l'utilisateur, si derrière il y a une intention business, que l'utilisateur du coup parte sur l'autre site. Donc, avec nos clients, nous, on ne recommande pas justement de faire du maillage externe, du moins sur des pages, des landing pages, sur des pages un peu business, sur du contenu un peu plus édito, donc sur du blog, pourquoi pas, mais pas à outrance, quoi. Tac. Alors, il y a une question sur justement l'accès au lien. Je vais voir, ça me paraît bizarre. Je vais revérifier. Et dans tous les cas, sinon, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je pourrais vous le partager et vous y donner accès justement. Et pareil, si vous avez des questions sur le fait que, je sais pas, potentiellement ça ne fonctionne pas, j'aurai plaisir à vous aider à ce sujet-là. Mais pareil, je rebondis sur ce que dit Jordan. Si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions, parce que c'est vrai que ça défile assez vite parfois, n'hésitez pas à nous les poser sur LinkedIn. On a mis aussi nos liens sur la présentation, donc on sera ravis de continuer à vous répondre là-bas. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à ajouter Juliana et Jordan sur les réseaux sociaux. Bon, vous avez répondu à beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que vous êtes dans le top 3 des conférences qui ont répondu à un maximum de questions. Donc ça, c'est top parce que c'est important pour l'audience d'obtenir des réponses à ces questions. Donc un grand merci à vous deux pour à la fois l'étude de cas sur la partie très SEO, Data Warehouse et croisement des données, très BI SEO. Donc, sujet très intéressant pour prendre du recul sur l'ensemble de la donnée, et cette partie maillage interne qui est, je le rappelle, un enjeu vraiment important, très puissant et hélas trop souvent peu utilisé. Donc merci à vous deux et donc nous allons faire une petite pause de 10 minutes pour ensuite enchaîner avec une conférence qui a la particularité de mêler deux sujets qui sont très souvent très recherchés par les SEO en ce moment, notamment l'intelligence artificielle et le SEO international. Juliana, tu en avais
un tout petit peu parlé justement pendant une de tes premières parties. Et donc là, l'idée, ça va être avec la grande Véronique Diong de Rankwell et Corentin Mirande de SMJ, eh bien de voir est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider et dans quel cas sur une stratégie SEO internationale. Voilà. Merci encore, Juliana, Jordan. Merci à tous. Merci Et beaucoup. on se voit dans Et bon 10 courage. minutes pour la suite. Merci à Merci tous. beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.